Et bonjour, Moutassem Amour avec vous. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Vénis du blog penser et agir.fr, qui est un blog de développement personnel. Mathieu est également l'auteur du livre C'est décidé, je change de vie. Salut Mathieu. Salut Moutassem. Merci de revenir sur le podcast. Donc, Avec plaisir. je t'ai invité à participer pour que tu puisses partager avec nous quelques recommandations pour faire face à la période d'incertitude qu'on est en train de traverser. Donc là, on enregistre, c'est la seconde semaine de confinement en France. Et je sais que beaucoup de personnes vivent cette période difficilement, ou ressentent du stress, ou ne savent pas comment cela va évoluer. Donc j'aimerais avoir ton ressenti par rapport à cette période, comment vivre au mieux cette période de confinement. Oui, alors avec plaisir. Il y a deux axes un petit peu que je vois quand on me pose cette question sur le coronavirus et la période de confinement. Le premier axe, c'est un peu ce que veut faire le gouvernement, c'est de pas sombrer dans la panique, donc de pas rester scotché toute sa journée à BFM TV ou à 20minutes.fr. Pourquoi je dis 20 minutes? C'est parce que je regardais un petit peu j'avais tapé coronavirus sur Google et on tombe assez vite sur le 20 minutes et eux, ils ont un truc où en fait, minute par minute ou heure par heure, toute la journée, ils nous mettent les nouveautés. Donc ça, c'est typiquement ce qu'il faut pas faire. En développement personnel, on parle très souvent de diète médiatique et c'est souvent très mal compris ce que c'est que la diète médiatique. C'est-à-dire que les personnes, quand elles entendent ça, elles se disent faut que je jette ma télé, que je consulte plus aucun média et que j'écoute pas du tout les informations. Bon, jeter cette télé, c'est plutôt bien d'ailleurs, mais ça veut pas dire ne pas du tout écouter les informations. Ça veut dire écouter seulement les sources d'informations qu'on aurait filtrées en amont et auxquelles on va accorder du crédit. Et le problème quand on est dans une période de stress comme celle qu'on vit en ce moment, c'est qu'on va avoir tendance à tomber dans une boulimie d'informations et on va se dire, voilà, je vais aller sur BFM TV parce que je sais que sur BFM TV, il y a toutes les heures les nouveautés, etc. ou sur 20minutes.fr si on va sur Internet. Ça, c'est, je pense, la pire chose qu'on puisse faire, puisque d'une part, on augmente la paranoïa, la panique et le stress, on tombe dans une boulimie, et d'autre part, en fait, pour une fois qu'on a du temps, il faut savoir que l'excuse principale, alors je dis excuse, hein, mais c'est même la croyance limitante principale d'une personne qui veut redonner du sens à sa vie, faire des choses qui l'intéressent vraiment, c'est le manque de temps. Devant le manque d'argent, c'est le manque de temps généralement. Et là, pour la première fois peut-être depuis notre naissance, qui qu'on soit, on a du temps. Donc, plutôt que de passer son temps à faire de la boulimie d'informations négatives, eh bien moi, ce que je conseille aux gens, c'est deux choses. Se tenir au courant de l'actualité en allant seulement sur des médias auxquels on accorde du crédit. Alors ça se fait, il suffit d'aller sur peut-être les magazines scientifiques ou sur l'OMS, tout simplement, qui est quand même l'organisme mondial de la santé, qui a un peu le statut, qui définit le statu quo sur le monde entier. Donc c'est une bonne source d'information. Et alors c'est moins palpitant parce qu'on verra que sur le site de l'OMS, ça évolue pas heure par heure et on a juste l'information la moins substantielle et le plus important de l'information. Donc ça sera moins palpitant. On y va 1 heure tous les soirs, on regarde un petit peu, et voilà, on se tient au courant. Et tout le reste de la journée, ce qui représente quand même plus de 10 heures, eh bien, ça va être l'occasion de redonner du sens à sa vie, de se dire, voilà, qu'est-ce qui me plaît réellement dans la vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Peut-être que ça va être de la méditation, pour les personnes qui écoutent ton podcast, justement. Est-ce que ce serait pas le moment, pour une fois, vraiment, de le faire tous les matins et de se dire, je vais mettre, peut-être que ce sera que 10 minutes au début, mais au moins ces 10 minutes, je vais les faire, et puis ensuite, 20, 30, 40, peut-être 1 heure, pour la méditation, pour de la lecture, ou pour un projet, une création d'entreprise, un concept, un site web, n'importe quoi, réfléchir et se dire, voilà, quand j'étais enfant, avant de rentrer un peu dans la trajectoire de la vie toute automatisée, ce métro boulot dodo, eh bien à quoi je pensais, quels étaient mes rêves, quelles étaient mes aspirations, qu'est-ce qui me faisait vibrer, et pourquoi pas, comme j'ai le temps aujourd'hui, eh bien pourquoi pas, je dédierais pas peut-être 1 heure ou 2 heures par jour à repenser à ce rêve de gosse, à se replonger dans l'écriture de ce livre, à réapprendre la guitare ou à réapprendre à chanter ou à réapprendre à faire de la poésie ou de la méditation, quoi que ce soit, mais à s'accorder un petit peu ce temps dans la journée. C'est les deux conseils, les deux axes que je vois pour vivre cette période de confinement. Oui, et ils ont en commun là où on met notre attention. C'est-à-dire dans le premier axe, ou du moins la première vision, c'est mettre notre attention sur des pensées qui sont souvent anxiogènes
et sur lesquels on ne va pas nécessairement pouvoir agir. Et ce que tu recommandes, c'est de pivoter cette attention sur quelque chose de plutôt constructif, parce qu'on a un cadre, une opportunité qu'on n'a pas eu depuis très longtemps, celle d'avoir du temps devant soi, celle d'avoir de l'espace, vraiment l'espace de créer, et, euh, et avoir cette démarche active pour faire cela. Et je te rejoins par rapport aux informations, c'est vrai qu'on euh, on n'a pas besoin de passer autant de temps devant. Moi, je me rappelle d'une époque où j'avais pas de télé. C'était une époque aussi avant que l'Internet se développe et que nous donne accès à toutes les informations. Et ne serait-ce qu'en entendant à gauche, à droite ou un petit peu la radio, on a suffisamment d'informations. En réalité, on a besoin de très peu d'informations pour pouvoir faire des choix au jour le jour. Donc ça devient plus une distraction, plus des émotions qu'on ressent. Donc on a besoin de se mettre devant, mais c'est pas une nécessité. Et ça peut même être contre-productif et nourrir le stress. Il y a un axe intéressant sur ces aspects focaliser son temps, qu'est-ce qu'on va faire de son temps, focaliser son attention sur telle ou telle chose, que j'ai appris avec l'énéagramme. Tu connais un peu l'énéagramme ou pas trop? On tire comment t'appelles ça, des énéagrammes justement qui te donnent une lecture de la configuration dans laquelle tu te trouves, c'est ça? Bah, en Ou c'est fait, autre chose? tu as 9 profils, on va dire, 9 traits de caractère dominants qui vont être le perfectionnisme, le compétiteur, le leader, etc. Et tu vas avoir, en suivant un peu, en cherchant ton énéagramme, tu vas avoir des poids dans chacun de ces profils, de ces traits de Et, caractère. excuse-moi, et ça a à voir avec le yiking ou c'est autre chose? Alors, je connais pas ce que tu viens de dire. D'accord. Ça, donc je sais pas. Du coup, je sais pas. Mais donc l'énéagramme, je crois que ça a plus de 5000 ans. C'est très très D'accord, je pense ancien. que ça va être assez similaire à ça, d'accord. Alors peut-être, ouais. Et donc ce qui est intéressant pour revenir à ça, c'est que dans ces 9 types de profils, tu as un profil qui s'appelle l'épicurien, Mm. qui est justement comment jouir du moment présent, comment voir la beauté en chaque chose, en chaque seconde, pouvoir s'émerveiller devant, je sais pas, une pomme et la goûter, s'émerveiller dans le goût, etc. Donc le vrai épicurisme au sens grec, hein, et pas tous les dérives qu'on en a fait, parce qu'on pense que les épicuriens sont que des personnes qui vont coucher à droite à gauche et Mm. qui font n'importe quoi et qui boivent de l'alcool. Ça, c'est la dérive de l'épicurisme. Mais ce qui est intéressant, du coup, en énéagramme sur le profil épicurien, c'est qu'il y a les voies d'intégration, les voies de désintégration, et sur ces niveaux, tu as les profils sains, moyens et malsains, tu vois. Mm. Et on dit que, donc là, du coup, toutes les personnes qui écoutent ce podcast, en ce moment, pendant cette période de confinement, elles ont plein de temps. Mm. Et donc, il faut travailler un peu ce trait qu'on a tous d'épicurisme. Et quand l'épicurisme est en niveau malsain, alors malsain, ça veut dire qu'il n'est pas aligné complètement et donc du coup, il n'arrive pas à jouir du moment présent, Mm. eh bien, il tombe dans ce qui s'appelle la boulimie. Et justement, la boulimie, c'est un peu ça. C'est comment est-ce que je vais m'occuper l'esprit, donc en regardant BFM TV, toutes les infos, tout ce qu'on disait avant. Et il y a aussi un trait de caractère commun chez les personnes qui sont dans cet état-là, c'est la folie du ménage. C'est-à-dire qu'ils vont faire le ménage tous les jours chez eux, dans tous les sens. Ah, mais là, c'est pas encore assez propre, etc. Donc, comment par boulimie, occuper au maximum son temps pour le passer, alors qu'avant, on se plaignait tout le temps de ne pas avoir de temps. Et l'opposé, justement, donc quand l'épicurien est dans son profil sain, on parle de raffinement. C'est là où je trouve que c'est intéressant, c'est de se dire, voilà, sur l'activité que je suis en train de faire, que ce soit regarder la formation, comment est-ce que je vais le faire avec raffinement, c'est-à-dire aller chercher la source d'information la plus pure et qui va m'apporter le plus d'informations et de bien-être, sans tomber dans la panique, mais en restant réaliste. Mm. Et de la même manière, eh bien, quand je vais faire le ménage, le faire de façon le plus normale possible, en y prenant du plaisir. Quand je vais manger pareil, quand je vais faire de la méditation pareil, etc. Donc c'est un peu basculer sur tous les activités de sa journée, de la case boulimie vers la case raffinement. C'est là où je vois un petit peu ce lien avec l'énéagramme, et je trouvais du coup assez intéressant pour rebondir sur ce que tu avais dit. D'accord. Et est-ce que ça reflète aussi le fait cette notion de raffinement, d'être davantage attentif à soi, autant au niveau des ressentis du corps, euh, de ce qui nous attire, de ce qu'on a envie de faire ou de partager, à l'opposé, d'être plutôt à l'extérieur de soi, à se distraire, notamment à travers l'action comme le ménage, ou regarder la télé, ou être sur Internet. Donc dans une dynamique, on est à l'extérieur de soi, on évite justement de revenir vers soi, et donc tout ce risque d'excès. Et lorsqu'on revient vers soi, ben, tiens, on se dit effectivement,
Je sens mon corps et quand on se reconnecte à notre sensualité, on a peut-être envie aussi de nourrir ce qui va nous faire du bien, peut-être prendre le temps de cuisiner un bon repas, de prendre du plaisir à manger, nourrir C'est cet c'est- aspect de nous. c'est exactement ça, puisque l'épicurien, il se ressent sur ses sensations internes et il va raffiner. Et comme je disais avec l'exemple, il peut manger une pomme et y passer des heures et raconter des poèmes et des tirades en disant ah, elle est magnifique, elle est juteuse, en passant par tous les modalités de pensée qui existent, hein, le goût, le toucher, l'odorat, etc., pour décrire juste une pomme. Ça, c'est vraiment, et je pense que c'est un lien direct avec la méditation, justement, cette focalisation sur cette chimie interne qui se passe et l'appréciation du détail et de la minutie, du raffinement justement dans ce qu'on fait. Si les personnes travaillent ça, ça ne veut pas dire qu'on doit manger une pomme en s'extasiant, Mm. mais ça veut dire que déjà, si on peut aussi s'observer dans sa journée et se dire, là, ce que je suis en train de faire en ce moment, je sais pas si on est en train de faire du ménage, si on est sur Netflix ou si on est en train de s'empiffrer avec des chips parce qu'on n'a rien d'autre à faire, Mm. se regarder un petit peu à l'extérieur, histoire d'enlever un peu ce qui serait de la culpabilité, Mm. plutôt que de se culpabiliser, se regarder de l'extérieur et de se dire, bah, qu'est-ce que je me dirais si j'étais une autre personne. C'est un peu ce qu'on voit aussi en analyse transactionnelle. Tu vois, tu as l'enfant qui va manger des chips ou jouer aux jeux vidéo, regarder Netflix, et puis tu aurais la part de soi-même qui serait la part adulte, qui viendrait voir l'enfant et qui dirait est-ce que c'est vraiment bon pour toi? Est-ce que ça a du sens ce que tu fais là? Ou est-ce que toutes les heures et les heures, enfin les dizaines d'heures, c'est incroyable. Moi, je vois ça comme une chance phénoménale. Je veux dire, pour Mm. toutes les personnes qui sont cloîtrées chez elles, Mm. il y a deux façons de le vivre, hein. Soit on rentre en dépression parce qu'on est en isolement social, Mm. soit on arrive à se reconnecter à son essence et à donner du sens du coup à soi et à utiliser tout ce temps qu'on nous donne gratuitement. Alors on peut rentrer dans des débats de chômage, de machin, de crise économique, mais quoi qu'on en dise, bah, on a du temps, on est vivant, on a de la nourriture et on peut le mettre à profit vraiment pour des choses qui ont du sens pour nous, qu'on a oublié. C'est hyper important ça, je pense. Et faut prendre cet événement avec gratitude. C'est un peu ce qu'on dit en développement personnel, il y a un cadeau caché derrière tout événement. Et là, le cadeau caché, il est super simple à voir. On a du temps pour la première fois, quoi. Je parle pour les gens qui n'ont en général pas de temps. Oui. Oui, je te rejoins tout à fait sur ça. Et tu disais aussi que c'est peut-être l'opportunité de travailler sur des projets qui nous tiennent à cœur, ou peut-être refaire le point sur sa vie. Donc si une personne, ça, j'ai eu quelques retours dans ce sens, elle me dit, j'aimerais passer du temps à préparer l'après-crise ou même plus loin dans le futur, mais je ne sais pas comment ça va évoluer. Donc ils se sentent paralysés par cette incapacité de voir le futur, par cette incapacité de voir comment va se passer cette sortie de crise. Donc comment selon toi peut-on, malgré le fait de ne pas savoir, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas comment ça va évoluer, peut-on quand même travailler sur des projets ou sur la mise en place de projets qui vont se déployer dans les semaines, les mois et les années qui viennent? Ben, en fait, cette question, c'est une croyance limitante de n'importe quel entrepreneur qui est je crée ma boîte et j'ai peur de me lancer parce que je sais pas comment le monde va évoluer. Et en fait, là, le fait qu'il y ait une crise, que ce soit le coronavirus ou autre, mais une crise sanitaire, ça donne une excuse de plus aux personnes qui, de base, ne passent pas à l'action. Il faut vraiment comprendre que soit dans le futur, c'est-à-dire que soit même dans un mois, c'est pas la même personne que soit aujourd'hui. On peut changer énormément en un mois si tous les jours on met des actions en place. Et la personne qu'on va devenir dans un mois sera pas la même qu'aujourd'hui. La personne qu'on sera dans un mois, elle aura pas la même réaction émotionnelle et du coup qui entraînera des comportements. Ces comportements seront pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc essayer de prévoir l'après-crise, c'est une hérésie. C'est-à-dire c'est une mauvaise question. C'est en PNL, on dit qu'on va focaliser sur le problème. Et si on focalise sur le problème, on sait que le cerveau ne comprend pas la négation, donc même si on formule ça positivement, comment gérer l'après-crise, dans l'après-crise, de toute façon, il y a crise, donc on se focalise sur la crise, et toutes les solutions qu'on va trouver, de toute façon, seront des mauvaises solutions, puisqu'on se focalise sur le problème. C'est pas ça, en fait, c'est pas une bonne question. Les personnes, enfin, la question que tu poses est très bonne. Je dis que les personnes qui se posent cette question se posent pas la bonne question. La question que les personnes doivent se poser, c'est pareil que pour n'importe quel entrepreneur ou n'importe quelle personne qui doute face à l'avenir, c'est de se recentrer sur soi. Qu'est-ce que je veux faire? Et en faisant ce qu'on fait, on met en place des actions qui vont changer la chimie interne du corps, qui vont changer les comportements sur la durée, et ça peut aller vraiment très très vite. Une semaine, 2 semaines, un mois, on n'est plus du tout la même personne. Quand on n'est pas en crise sanitaire, on va pas côtoyer les mêmes personnes, on va évoluer différemment, et c'est comme ça en développement personnel qu'on crée sa vie. On dit que nos pensées créent la réalité.
En fait, c'est les émotions à l'intérieur de notre corps qui changent nos comportements et qui forcément vont changer la réalité puisqu'on va pas mettre en place les mêmes actions. Donc se dire comment ça va se passer en sortie de crise, c'est une mauvaise question. Se dire qu'est-ce que je veux faire d'important pour moi et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour tendre petit à petit vers ce chemin qui est important pour moi et pour changer petit à petit la trajectoire de ma vie, faire ce décalage de 1 millimètre à un instant T qui va dans 10 ans, 20 ans, 30 ans être un décalage gigantesque parce que j'aurais tout le temps fait cette petite action au quotidien. Ça, c'est la vraie question. Donc il faut agir comme si demain n'existait pas. Il y a une citation, je ne sais plus qui c'est, qui dit apprenez comme si vous viviez toujours, mais vivez comme si vous mourriez demain. Il y a un truc à peu près comme ça, une situation de Confucius sans doute, ou quelqu'un comme ça. Alors je ne sais plus exactement, Confucius ou Sénèque, enfin un philosophe de cet ordre-là, qui dit voilà, quand vous apprenez quelque chose, faites-le comme si vous alliez vivre toute votre vie, mais quand vous agissez, agissez comme si vous allez mourir demain. Et c'est exactement ça, en fait. Faut pas se... C'est pareil, hein. Enfin, pour nous, on est entrepreneurs sur Internet. On lance des conférences, on lance des trucs. Toi, tu as ta conférence en ligne. Moi, j'ai la mienne aussi. On a tous nos projets. Et à aucun moment, enfin, bien sûr que moi, ça m'a effleuré l'esprit. Je me suis dit, mais est-ce que les gens vont moins acheter ou plus acheter dans cette période de confinement? Qu'est-ce qui va se passer? Mais en fait, c'est se poser la mauvaise question. Et après, on se ressent, on se dit, bah, c'est quoi qui est bon pour moi ou c'est quoi qui est bon pour mon business maintenant? Dans notre cas, on en avait discuté un peu avant en off, bah, c'était de lancer les conférences et finalement, bah, on la lance et on regarde, tu vois. Et là, on se dit, oh, bah, en fonction de la réalité, maintenant, je sais que bah, c'est le bon moment, c'est pas le bon moment, ou c'est un peu moins bon, ou c'est un peu meilleur, ou j'en sais rien. Mais d'imaginer comme ça et de retarder le passage à l'action, c'est juste que c'est une forme de procrastination, de justification de la procrastination ou de stratégie de l'échec, comme on dit en développement personnel. On trouve tout un tas de croyances limitantes à l'extérieur qu'on ne peut pas contrôler. Et on se dit, comme je ne peux pas les contrôler, eh ben, j'agis pas et on procrastine. Donc voilà, c'est pas les bonnes questions. Faites ce qui est bon pour vous et faites-le au quotidien sans vous poser de questions sur l'avenir. Très bien. Est-ce que toi, tu as changé quelque chose par rapport à ton quotidien? Déjà, tu travaillais principalement de chez toi. Est-ce que ça t'a permis, du moins, qu'est-ce que toi, ça t'a apporté de positif, cette période particulière? Bah, moi, honnêtement, hein, vraiment honnêtement, pour l'instant, ça change pas grand-chose à ma vie parce que, comme tu le dis, je suis un peu un ermite d'entrepreneur. Mhm. Je suis pas le gars le plus dans le profil social, moi, non plus. Donc, j'ai pas trop besoin de contact avec les autres. Ça veut pas dire que je suis asocial, mais c'est pas le truc qui me manque le plus. Donc, ça change pas grand-chose. Honnêtement, ça change pas grand-chose. La seule chose que ça change dans ma vie, c'est le fait que je vais plus dans ma salle de sport. Mhm. Et c'est vrai que j'ai du mal à me mettre au sport chez moi. Il y a dans ces trucs-là, tu sais, il y a l'importance du contexte. Et c'est vrai que, bah, comme toute habitude chez un être humain, on le ritualise. Mhm. Donc on met, tu sais, bah, pour la musculation par exemple, moi je prépare mes petits shakers de protéines, je mets mes affaires de sport dans un sac, je sors de chez moi, je vais à ma salle de sport, je rentre dans la salle, il y a une odeur particulière, une atmosphère particulière, une lumière particulière, des personnes autour, tu vois. Et je remarque que tout cet enrobage qui fait l'habitude de vie chez un être humain, même chez quelqu'un comme moi qui connaît bien ce truc-là, bah, quand on se retrouve chez soi et qu'on doit faire du sport, bah, on le fait pas forcément parce qu'il n'y a pas cet enrobage-là. Et donc la difficulté pour moi, si on regarde un peu le côté difficulté, c'est de recréer une habitude, donc refaire un enrobage, un contexte pour le sport justement. Après en bénéfique, ce que ça fait chez moi, ça change pas grand-chose parce que je suis déjà vachement câblé à agir sur les priorités. Mhm. Si si les personnes qui écoutent ce podcast connaissent la matrice d'Eisenhower, donc c'est compliqué à épeler. Eisenhower, ça doit être Eisenhower, quelque chose comme ça. Eisenhower, D'accord. c'est un Allemand, je crois, ou un Autrichien, où on met ses actions sur les choses qui sont importantes et non urgentes. Mhm. Bon, faut regarder un article un peu là-dessus. Et j'ai vraiment l'habitude de travailler avec ça, donc j'utilise quand même mes heures de travail assez intelligemment. Enfin, je pense en tout cas. Donc ça m'apporte pas grand-chose de plus que par avant, Mhm. parce que j'ai déjà ce travail. Oui. Tiens, Donc je voilà. je vais juste rebondir sur ton dernier point. Ce que tu disais, ce qui est important et pas urgent. Ouais, Il y a aussi cette notion si tu fais un carré, tu le coupes en quatre parties, quatre petits carrés dans un grand carré, et tu as des actions qui sont pas importantes et pas urgentes, qui mhm, sont urgentes mais pas importantes, qui sont
urgente, importante, et urgente et pas importante, et pardon, importante et pas urgente. Là, ce que tu décris, c'est justement la matrice d'Eisenhower. D'accord. Et donc pour revenir, donc ça rejoint un peu ce qu'on disait en début de conversation. On a tendance à passer beaucoup de temps sur la gestion de crise, c'est-à-dire à agir au jour le jour et à répondre à ce qui se passe autour de nous sans nécessairement avoir une approche avec certaines priorités qui sont identifiées, qui vont nous permettre de travailler sur nos valeurs, sur ce qui est important pour nous. Et c'est vrai que ce cadre, ça nous aide beaucoup plus facilement à nous installer dans cette case Mm. que j'essaie de décrire là, qui est cette case qui sont des choses vraiment importantes, mais pas urgentes. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcé de le faire, mais on a le temps de le faire. On peut vraiment investir du temps et c'est un cadre unique et une opportunité qui va nous permettre de ne pas avoir la vie qui va nous forcer à prendre soin de nous, par exemple. Comme par exemple, tu, disons que ce qui est important, c'est de prendre soin de ton corps. Tu t'écoutes pas, tu manifestes un problème de santé. C'est la maladie qui te crée une urgence pour agir. Mais souvent, c'est trop Mm. tard, tu mets du temps à récupérer et tu passes par des mois de douleur ou peut-être tu peux plus faire de sport, donc ça a des conséquences. Alors qu'idéalement, tu aurais dû déjà passer du temps à faire du sport, à t'étirer, à manger sainement. Donc c'est pas urgent, mais c'est important. Exactement. Donc vraiment, c'est la vie de tous les jours, ça nous pousse dans toutes les autres cases. Et là, c'est la première fois où on se retrouve dans ce cadre où on peut vraiment se dire, allez, j'ai le temps, c'est pas urgent. Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Et dans cette matrice d'Eisenhower, justement, quand c'est urgent et pas important, donc typiquement tout ce qui est source de notification ou d'actualité, etc., on vit en réaction. Et alors que quand on est dans la case important et non urgent, on vit en proaction. C'est-à-dire on est maître de notre temps et de notre vie. Et la leçon un peu de cette matrice-là, c'est que quand on est en proaction, donc dans le important et non urgent, on va limiter de façon logique tout ce qui va être important et non urgent. Là, je parle plus dans un projet, c'est-à-dire que si on anticipe les choses, qu'on fait les choses à l'avance, typiquement construire son réseau ou définir son projet, écrire un livre, tu vois, des choses comme ça, eh bien, à plus long terme, toutes les actions qui vont être importantes et urgentes et non importantes vont diminuer. Donc, en plus, c'est des vases communicants, ces quatre cases, et vraiment se centrer sur ce qui est important et non urgent, ça simplifie absolument tout. Et puis, ça va aussi égrener tout ce qui est la case d'échec qui est non important et non urgent. Ça, c'est typiquement les séries de Netflix, les trucs, voilà. Bon, ça veut pas dire qu'il faut jamais en regarder. Ça veut dire que Oui. sur son temps de travail, ça sert à rien, quoi. Je souris parce que je me suis dit, je mettrai, j'injecterai dans la vidéo les quatre cases, comme ça les gens ils verront visuellement. Oh là là. Là. Attends. Ah, mais c'est à l'envers, peut-être? Déléguer, faire, éliminer, Ouais. planifier. Et c'est au-dessus, en fait, c'est écrit, mais on le Ah voit pas oui, très bien. on le voit pas très bien. D'accord. Ah, on le voit pas très bien, faut le remettre. En fait, c'est les actions qui, quand c'est urgent et non important, faut déléguer. Quand c'est urgent et important, faut faire. Ce qu'on disait. Non urgent et non important, ça faut éliminer. Et non urgent et important, faut planifier. Mm, mm, Donc, voilà. mm. D'accord, c'est bien. Matrice d'Eisenhower. C'est un truc qui est assez compliqué à comprendre quand on le lit la première fois, je trouve, mais qui est très très puissant après au quotidien. Oui, surtout si on réfléchit à sa journée ou à sa semaine, on peut commencer vraiment à voir les actions qu'on fait, dans quelle case elles vont, et c'est là où on se rend compte qu'on passe peut-être trop de temps à être en réaction ou à passer du temps à faire des choses qui ne sont pas vraiment importantes. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose par rapport à une dernière pensée voilà, pour cette période qui risque de s'allonger dans le temps? Déjà, je pense qu'on a abordé quelques points essentiels qui est de se focaliser sur le constructif, sur ce qui va nourrir plutôt que sur ce qui va nous stresser et pas vraiment nous aider. Est-ce que tu aimerais ajouter autre chose, Mathieu? Ben, très simplement, quand on écoute ce genre de podcast, on se dit, par exemple, la personne qui veut écrire un livre, elle se dit, ah, demain, ça y est, je me lance et je vais pendant 10 heures toute la journée écrire. En fait, c'est pas la bonne solution. Moi, je conseille aux gens vraiment de se dire, voilà, à la suite de ce podcast, j'ai envie que ce soit utile. Donc, dès aujourd'hui, je vais passer 10 minutes, tout simplement, à réfléchir sur ce que j'ai appris de ce podcast, si ça m'a apporté quelque chose. Et après cette réflexion de 10 minutes, on peut carrément lancer un chrono. Je vais placer une action super simple pour appliquer ce que j'aurais compris de ma réflexion. Vraiment commencer petit, quoi. Pas chercher à mettre 5 heures d'action dans la journée ou autre chose. Commencer avec 10 minutes et puis voir après au fil des jours. De toute façon, les jours, on en a. Si on a envie de passer maintenant 1 heure ou 2 heures de plus. D'accord, très bien. Et je sais que maintenant les gens peuvent te retrouver pour des conférences
en ligne. Mhm. Euh, Comment ils peuvent découvrir cela? Est-ce que c'est à travers ton blog ou quel est le meilleur moyen pour découvrir Voilà. tes conférences? Le meilleur moyen, c'est de s'inscrire sur Penser Agir. Alors, je sais pas si tu voudras mettre un lien. Justement, c'est nouveau. Ça, il y a un nouveau cadeau qui s'appelle le kit des actionneurs. Bah, d'ailleurs, comme j'étais en train de le tourner, je l'ai là. Donc, c'est des fiches comme ça, là, donc des fiches, ce que j'appelle des fiches actions. Donc, là, elles sont imprimées, mais c'est au format PDF à télécharger. Donc, c'est offert. Donc, les personnes téléchargent ça. Du coup, ça devient des actionneurs, donc des membres de Penser Agir. Je fais des conférences de temps à autre et ils recevront les invitations par email pour assister aux conférences. Et la thématique de ces conférences, c'est comment redonner du sens à sa vie. Et pour toutes les personnes qui voudraient avoir autre chose, du coup, le livre, hein, c'est Décider le change de vie, alors on le voit à l'envers là, qui est disponible dans toutes les librairies de quartier, les Fnac, les Cultura, les boutiques en ligne aussi, Amazon, tout ça. Alors, je sais pas si avec les livraisons, c'est simple en ce moment. Il est aussi en Kindle, pour ceux qui veulent l'avoir en version dématérialisée. Enfin voilà, c'est un bon résumé de toute l'approche. Sinon, il y a le kit des actionneurs qui est le premier pas pour rentrer dans le mouvement des actionneurs. D'accord. Un grand merci, Mathieu, Merci à toi, et à très bientôt. à bientôt.